juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, Olivier de Scooter m'accompagne. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et aujourd'hui, on a deux invités, un couple dans la vie et dans les défis, mais on va le faire dans l'ordre, pas à l'envers, et vous allez comprendre pourquoi la petite blagounette. Je suis heureux de recevoir Guillaume de l'Istrac et Clémence, mais je me risquerai pas à ton nom, c'est Olivier qui l'a noté, je te laisserai nous donner ça. Ouais, c'est Koudlanski. Constance Koudlanski. Ouais, déjà c'est Constance, c'est pas Clément. Ouais. Bon, je savais que ça commençait par un C et ça finissait par CE. Bon, mais je me suis laissé dire que de toute façon maintenant c'était Koudlanski, de l'Istrac, tous les deux, c'est ça, depuis moins d'une semaine. Bon, bah écoutez, félicitations à tous les deux. Bah déjà, bonjour, parce que je vous ai pas salué. Bonjour Constance, bonjour Guillaume. Bonjour. Salut à tous les deux. Alors pour la petite blagounette, je disais qu'on allait faire les choses dans le bon sens et pas à l'envers. Guillaume, tu vas nous dire pourquoi. Mais on a une tradition dans ce podcast, c'est qu'on laisse notre ou nos invités se présenter. Allez, soyons gentlemen, on va commencer par Madame de l'Istrac. Alors du coup, moi c'est fraîchement Constance Koudlanski de l'Istrac. Dans la vie, je bosse pour une entreprise canadienne et à mes heures perdues, je fais un petit peu de sport quand c'est le moment. Et puis de mon côté, Guillaume donc Koudlanski de l'Istrac, 30 ans depuis peu et voilà, je bosse sur des sujets de bilan carbone, donc dans la vie de tous les jours, bilan carbone et transition écologique. Donc on va dire j'ai un métier à temps plein et puis à côté j'essaye de m'organiser comme je peux pour essayer de faire des défis de plus en plus fous, de plus en plus grands, pour toujours un peu essayer de repousser ce qu'on pense pouvoir être possible. Bon, transition écologique, transition dans l'environnement, ça va parler à Olivier, on va pouvoir aborder ce sujet-là aussi, je pense. Tu nous disais que tu fais un peu des défis un peu fous, de plus en plus longs. Tu peux revenir un petit peu plus en détail peut-être sur des défis que vous avez fait tous les deux, parce qu'on vous reçoit tous les deux, parce que si j'ai bien compris, vous avez l'habitude de faire vos défis ensemble. T'en as fait un de fou, mais presque tout seul aussi. Et ben rapidement dans les plus grands, en fait, je pense que ça a commencé au moment du Covid où ça a annulé. Donc en 2019, j'avais fait mon premier Ironman et puis l'an d'après, je devais faire un autre triathlon de distance Ironman. Et vu que c'est annulé, on l'a fait en fait en off et Constance m'a vraiment épaulé pour toute l'organisation, toute la logistique, etc. Et je pense que c'est parti de là. Quelques années après, donc l'été dernier, pour un peu faire un petit bond rapide, on a fait un triple Ironman, donc 3 fois la natation, 3 fois le vélo, 3 fois la course à pied d'affilée. Et là, voilà, c'était impossible de le faire sans Constance à côté. Donc quand je nageais, elle était à vélo le long du lac d'Annecy. Et puis ensuite, on s'est retrouvés. Elle a pris le vélo dans le bus, on s'est retrouvé à Périgueux et moi sur la partie course à pied, elle était à vélo à côté pour tout ce qui est ravitaillement, etc., organisation. Donc voilà un petit peu pourquoi la raison pour laquelle elle est un peu tout le temps là. Après elle fait ses défis aussi de son côté et puis moi je suis là pour elle aussi. Et puis le dernier défi que tu évoquais, c'est la partie voilà le petit marathon en arrière. Et là qui dit courir en arrière dit impossible sans quelqu'un, enfin extrêmement compliqué sans quelqu'un d'autre. Et donc là voilà, Constance, c'était mes yeux et mon GPS quand je courais en arrière. Alors attends, elle était tes yeux et ton GPS sur la course, parce que t'as fait un marathon, un vrai marathon, un marathon officiel, donc avec d'autres coureurs. Est-ce que Constance, t'étais avec Guillaume ou quand tu dis qu'elle était tes yeux et ton GPS, c'était plutôt pendant les entraînements? C'est plus pour les entraînements. Le jour de la course, moi je le récupérais à des points stratégiques pour pouvoir le voir passer, lui donner toute ma force. Et sinon, sur toute la partie entraînement,
Je pense que c'est à ça qu'il fait référence. On allait s'entraîner tous les deux pour que je puisse un peu le diriger, que lui commence à prendre ses repères et à prendre un petit peu à appréhender la route, ses trous, enfin le passage, etc. Et puis son GPS parce qu'il faut pouvoir se diriger correctement, tout simplement. Alors moi j'ai déjà des fois du mal à me diriger quand je vais tout droit. J'aimerais bien savoir comment on se dirige quand on va en arrière. C'est une bonne question, hein. Franchement, au début, on regarde derrière, je sais pas, toutes les 5-10 secondes. Et c'est pour ça que c'est assez important de bien connaître le terrain dans lequel on court. C'est vrai que c'est assez difficile si tu bouges toutes les semaines d'endroit, tu vois, de courir en arrière. Petit à petit, on se fait aussi confiance. C'est là où c'était aussi intéressant parce que nous, il y avait ce côté-là aussi un peu construction de notre couple, notre aventure commune. Et donc du coup, on apprend à communiquer, on apprend un truc tout con, mais tiens, dans 50 mètres, ça tourne à droite. C'est la droite de qui en fait? Ouais, c'est un peu ce que j'allais te demander. Dans 50 mètres, ça tourne à droite. Et petite question un peu intime, vous vous êtes mis ensemble par ou grâce au sport, ou vous vous connaissiez déjà avant de vous lancer dans vos défis de folie? On se connaissait d'avant. On s'est rencontrés au Japon il y a 5 ans de ça. Et donc tous les deux, on a toujours été passionnés par l'aventure. Guillaume a toujours été très sportif, et moi beaucoup moins. On va dire que je faisais l'entretien quotidien pour être bien dans sa tête et dans ses baskets. Et Guillaume a su me passer cette passion pour le sport, donc sport d'endurance que sont la course à pied et le vélo. Et en fait, ça rejoignait très bien la thématique qu'on avait en commun, l'aventure, puisque typiquement avec le vélo, tu peux faire des bornes et des bornes. Et donc c'est comme ça qu'on a construit petit à petit toutes ces aventures, tout ce projet de vie, etc. Moi, j'ai une question du coup pour Guillaume. Il faudrait que tu nous expliques comment est-ce que tu fais pour transmettre cette passion, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, tu sais, d'hommes ou peut-être de femmes qui parviennent pas à le faire dans l'autre sens, mais qui parviennent pas à transmettre ça justement, ou en tout cas qui aimeraient beaucoup. C'est pas toujours facile, donc comment t'as fait? Hermano a une histoire à nous raconter, je crois. Non, je levais juste la main pour dire ouais, moi aussi j'aimerais bien justement inciter ma moitié à s'y mettre. Non, je pense faut justement pas trop le forcer, parce que en tout cas nous on l'a vu quoi. Ouais, quand vraiment on force, etc. ça marche pas, parce que au final c'est pas, je pense pas que ce soit du plaisir profond. Un truc que nous on a remarqué, c'est et je pense moi c'est un peu comme ça aussi où j'ai pris goût dans ces trucs-là. La partie la plus qui intéresse, qui motive la plus, c'est vraiment la course en elle-même quoi. Donc au pire, je pense laisser les personnes faire la course, participer aux compétitions d'une manière compétitive ou non, mais même sans entraînement, tu vois, tant pis. Et puis en fait, en faisant la course et voilà, Constance au début c'était vraiment hyper marqué quoi. Elle fait la course et puis elle se dit je pense que j'aurais pu la battre, etc. Ou ouais, je pense que j'aurais pu faire telle place mieux. Et du coup, quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis si jamais je m'entraînais 2 fois par semaine, je pense que j'arriverais à gagner tant de places, etc. Et je pense que voilà, après ça vient petit à petit. Donc je pense que passer par les compétitions, même si tu fais pas forcément l'entraînement, en gros avoir peut-être un peu plus, tu ressens plus l'appât. Après il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, d'autres supportent pas l'idée de faire une compétition si ils ou elles sont pas bien préparés. Donc voilà, faut un peu trouver ce qui motive chacun. Mais je pense qu'avec Constance, c'est un peu ça. On a tendance à faire les courses, à avoir peut-être un peu de regret en se disant j'aurais quand même pu mieux préparer ça, et du coup à préparer davantage pour la course d'après quoi. Donc c'est un peu ça qui motive. Je comprends, mais pour ça il faut être un minimum compétitif. C'est ton cas, Constance? Un petit peu. Je pense que ça a toujours été en moi, et du fait d'avoir un petit peu multiplié les courses, même des courses où il n'y a pas gros engagement, on va dire. C'est une fois que le départ est donné, je sens que j'ai l'envie d'aller jusqu'au bout et de me donner au maximum. Je pense pas que de manière générale le mot compétition ça soit un mot qui aille avec moi. Par contre, une fois que je me suis inscrite à une course et que le top départ est lancé, là oui, il y a l'esprit de compétitif qui se met en
en place. Je pense que c'est peut-être. Mais du coup, excuse-moi, il y a quand même un challenge de base, c'est l'inscrire en fait, c'est avoir le dossard. Ouais, alors moi je pense que ça serait pas tant ça le problème. Au contraire, pour le coup, on est des gens très instinctifs. On réfléchit pas beaucoup sur ce genre de truc. On se dit on va kiffer et on va tout donner. Pour vous. Ouais. Mais exactement. Je parle de la majorité des autres couples qui justement ont peut-être un peu plus de mal avec ça. Je pense que le point de départ, c'est déjà de convaincre le partenaire, la partenaire à s'inscrire. Ouais. Bon Olivier, je te propose qu'on essaye d'organiser un truc. Nous, on va se faire une compète et puis on met Madame de Scooter et Madame Di Micheli dans un coin. On leur dit tiens, il y a la course pour enfants, allez-y. Et puis ça va peut-être leur mettre le pied à l'étrier. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Constance, tu nous disais que Guillaume, lui, il a toujours été très sportif. Guillaume, tu nous as donné des noms qu'on connaît bien dans le podcast. Tu nous as parlé d'Ironman. Quand est-ce que, pour toi, l'histoire avec le sport a commencé? Quand est-ce que tu as commencé à nager, rouler, courir et faire du triathlon? Ouais, depuis vraiment tout petit, hein. Je pense depuis que dès bébé nageur, j'ai fait de la natation. Et en gros, après, j'ai jamais arrêté jusqu'au lycée, jusqu'à la prépa, quoi. Après le lycée, voilà, j'ai fait de l'intense, mais là c'était plus intense soirée. Et voilà, quand je suis revenu sur mon premier job, je me suis rendu compte que j'avais un peu de temps libre. Et petit à petit, le temps libre commence à prendre de plus en plus d'espace, d'investissement, de tout. Et voilà, je pense que l'objectif, c'est que le temps libre prenne le dessus complet. Ouais, tu fais vraiment les choses à l'envers, hein, parce que moi, je me souviens que quand j'ai fini les études, je me suis pas rendu compte que j'avais du temps libre, mais j'avais de l'embonpoint. Mais bon, c'est aussi une raison pour se mettre au sport. Ouais, ça peut aussi, exactement. Après, faire les choses à l'envers, a priori, c'est son truc. Pas mal. On va revenir un petit peu sur les différents challenges, mais pour revenir peut-être aussi un petit peu à vous, enfin vous avez décidé de créer des challenges ensemble, et c'était quoi la raison, c'est quoi l'événement qui a fait que viens on va créer des challenges ensemble. Ouais. Parce que jusque-là, je veux dire, il y a beaucoup de couples qui font du sport, et qui font des challenges, à leur échelle, qui font des courses, qui se mettent des trucs, des objectifs ensemble ou quoi. Mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu un truc aussi important dans vos vies? Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment partie du Frenchman qu'on a fait en off. Et en fait, on s'est rendu compte que je pense en organisation, etc., ça a dû nous coûter moins de 50 €, tu vois, avec les ravitaux. Il y avait peut-être la location de la voiture pour être à différents points, etc. Mais ça nous a coûté 100 € max. Et quand on voit le prix des Ironman, des différentes compétitions, on s'est dit, ok, certes, c'est dommage parce que on n'a pas, tu le fais pas avec d'autres personnes, tu vois. Et peut-être que la route elle est pas fermée, etc. Mais pour nous, l'essentiel, il est vraiment dans, je pense, accomplir quelque chose, c'est-à-dire franchir la ligne d'arrivée, se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose, plutôt que le chrono ou les trucs comme ça. Donc, il y a ce côté quand même vraiment de trop d'organisation, de coûts, de superflu. Nous, notre vision, c'est que quand tu vas dans les villages Ironman, etc., tu te rends compte la quantité de merchandising qu'ils vendent, etc. Nous, c'est too much, quoi. On n'a pas, je pense pas qu'on ait besoin de tout ça, etc. Après, pour certaines personnes, c'est peut-être le truc de leur vie, donc c'est sympa d'avoir un souvenir, mais t'as pas besoin d'avoir le short, le t-shirt, la casquette, la serviette, la trousse de toilette, le savon, etc., quoi. Et en fait, en se rendant compte de ça, on se dit, en fait, on est capable de faire beaucoup plus de défis, peut-être plus longs, et différemment. Et pareil, après on s'est mis à l'ultracyclisme, parce que à l'époque du Covid, c'était un des seuls trucs qui tenait encore, parce que là t'as full distanciation, etc. Et là on a vraiment découvert le voyage à vélo longue distance. Donc certes c'est en mode course, mais ça permet aussi de découvrir le voyage à vélo longue distance. Et là après, en termes de organisé ou non organisé, vu que dans tous les cas en ultra tu vois assez peu les autres personnes,
même si c'est les meilleurs moments finalement. Enfin, moi personnellement, et je pense que Constance est d'accord aussi, tu te rends compte que voilà, demain, ta course, ton aventure, ton challenge, c'est à toi de l'organiser et c'est une partie qu'on aime vraiment. Après, c'est vrai qu'il manque un petit peu cette partie partage et donc c'est pour ça qu'on essaye de l'avoir et de l'avoir de plus en plus dans les défis qu'on fait et dans ceux qu'on va faire à l'avenir. Et quand tu parles de partage, c'est du partage entre vous deux ou l'idée c'est de pouvoir agrandir le truc à d'autres personnes? Ouais, agrandir. Je pense que si on a fait notre compte Kokogi Challenge, donc KOKOGI Challenge sur Instagram ou sur Facebook, c'est pour ça, c'est pour pouvoir partager avec les gens qui nous demandaient tout le temps j'aimerais trop voir à quoi ça ressemble, etc. J'aimerais trop savoir un peu à quoi ressemble votre prépa, comment vous faites, truc. Voilà, c'est pour pouvoir partager ça. Et nous, après, il y a la volonté aussi dans nos défis de partager certaines valeurs, de mettre en avant le fait de pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour faire son défi, le fait que en fait c'est un peu à chacun son niveau, son challenge, parce qu'on n'a pas le même niveau avec Constance et pourtant je pense qu'on fait tous les deux des trucs où on se dépasse largement plus que ce qu'on pensait initialement possible. Je pense dans les prochains challenges, le but sera d'embarquer aussi des personnes au-delà de nous deux, mais voilà, réellement, physiquement, quoi. On l'a déjà fait sur certains défis et on se rend compte que c'est les trucs qui nous plaisent le plus, donc voilà, on va en faire plus, ouais. Bon, là, par contre, en termes de budget pour l'organisation, ça doit être autre chose. En termes de responsabilité aussi, dès que t'embarques d'autres personnes, alors ça doit être des potes ou autres, t'es quand même responsable de leur sécurité. Exactement. Ouais. Oui, après, voilà, je pense, c'est pas, en tout cas, à court terme, on n'organisera pas des trucs pro, non, pas tout de suite. on va dire, tourisme opérateur, challenge, mais rien qu'en le disant, je me dis, tiens, ça pourrait être une idée. Ça peut être pas mal. Mais non, à court terme, ce serait avec des personnes identifiées, tu vois, qui sont intéressées par certains projets et qui ont certaines idées. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'avoir fait un premier Ironman, d'avoir participé à un premier Ironman. Tu peux nous en dire plus sur cette première expérience? Ouais, comme Constance le disait, c'était vraiment, tu t'inscris sur un coup de tête et tu réfléchis pas. Donc c'était sur l'Embrunman en 2019. Ouais, d'accord. Donc genre le mec, un coup de tête, il s'inscrit sur un Ironman. Déjà, c'est pas mal. Et en plus, en brun. Je pense qu'il y a quelques auditrices et quelques auditeurs qui connaissent. Il est quand même classifié comme un des plus durs du monde. Donc bravo. Félicitations. Franchement, je pense que moi, c'est un conseil que je donnerais à pas mal de personnes. C'est vraiment pas trop se poser la question au moment où tu te lances. Et tu vois, Olivier, tu demandais un petit peu le passage de l'inscription, etc. Réfléchis pas, vas-y. Au pire, tu finis pas et c'est pas grave. T'auras vu à quel niveau est ta limite et puis tu remonteras petit à petit le curseur. Mais voilà, on réfléchit. Et Constance, c'est pareil. On réfléchit pas trop. On se lance sur le truc et je pense que dans les mois qui ont suivi l'inscription, on commençait à se rendre compte petit à petit quand on le disait à des gens, on voyait la réaction des gens, on se disait ah ouais peut-être que ok c'était peut-être quand même un peu gros quand même. Mais au final, ça l'a fait, tu vois. Donc c'est que ça veut dire. Et tu venais d'où? C'était quoi ton background sportif du coup? Donc natation à assez haut niveau jusqu'au lycée. Après en école, j'avais couru pendant un mois, un truc comme ça, et pareil, on s'était mis au défi de faire le marathon de Paris. Donc à 20, 21, 22 ans, un truc comme ça. Mais franchement, je courais pas beaucoup. J'avais fait 2-3 10 km, mais pas plus. Et non, franchement, je courais pas plus que ça. Je devais courir 20 bornes semaine, grand max, je pense. Ouais. Et donc ça, c'était pour la course à pied. Et vélo, par contre, j'en faisais jamais. J'avais un vélo, un vieux look des années 2000. Donc vraiment, il avait, et j'ai fait Embrun avec. Il a bien tenu. Il a 22 ans le vélo, quoi. Donc c'est vraiment la vieillerie. Et voilà, quoi, ça l'a fait. Non sans douleur. Bon, t'es quand même vachement humble parce que je t'ai entendu parler dans d'autres podcasts. T'avais quand même un sacré background en course à pied. Ou c'est venu après l'Ironman justement? Non, c'est venu après. Ouais, franchement, c'est venu après. Ouais. Enfin, en fait, alors, je pense que le fait que j'ai fait de la natation à assez haut niveau, on va dire que le cardio et le souffle, etc., étaient là. Les jambes aussi, j'étais assez fort en jambes en natation. Mais sur la course à pied, pour que les gens peut-être se rendent compte un peu, quand je faisais les 10 km,
Il y a un été, je me souviens, donc peut-être 2 ou 3 ans avant, j'ai enchaîné 2 ou 3 courses de 10 km juste comme ça pour me tester. Et j'ai fait 40, 38 et 36. Donc, on va dire que je pense que j'avais des bonnes bases, mais j'avais jamais vraiment couru. Franchement, je m'étais jamais entraîné. Mes sorties, c'était, je sors, je fais 10 km le plus vite que je peux, et voilà. Donc tu respectais tous les préceptes et tous les principes de l'entraînement, la progressivité, l'endurance, le 80-20, n'est-ce pas ? Exactement. Ouais, le fractionné, franchement, je pense que je sais même plus si je l'ai découvert avant Brahman ou pas, mais si ça se trouve même pas. Ouais. C'est quand même étonnant parce que entre 36 et 40 minutes, c'est quand même pas dégueulasse pour quelqu'un qui vient pas de la course à pied. Juste tu t'entraînais comme ça, un peu au feeling de temps en temps, et tu faisais ces chronos. Ouais, c'est ça. En troisième, j'ai fait 3 ou 4 mois de cross. Voilà. Franchement, sinon sur la course à pied, en toute honnêteté, je pense que c'est tout. Ouais. Bon, mais donc t'as quand même des facilités, quoi. Ouais, exactement. Oui, je pense que ouais. Mais voilà, comme dit Constant, je pense que il y a peut-être une part de caisse de fond grâce à la natation, quoi. Et en fait, en natation, je faisais du 1500 en natation, donc c'était des efforts quand même le plus long que tu puisses avant de passer en eau libre. Et à notre âge, jusqu'au lycée en général, on fait assez peu d'eau libre. Donc je pense que, on va dire, sur les trucs longs, je tenais quand même pas mal. Quand tu disais troisième, tu parlais de la dernière classe du collège en France, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais, excuse-moi, ouais, exactement. Voilà. Je précise parce que il y a pas que des Français qui nous écoutent, il y a des francophones, mais pas que des Français. Donc t'avais l'âge qu'aura mon fils l'année prochaine, donc en gros 15 ans. À 15 ans, tu fais 3 mois de cross et puis ça te permet d'avoir un petit peu la caisse. Bon, tu disais natation assez haut niveau. C'est quoi assez haut niveau pour toi ? J'étais, limite championnat de France et grosso modo, je m'entraînais une 12 d'heures par semaine, donc entraînement tous les jours. Alors mes parents voulaient pas que je fasse de muscu à l'époque. Il y avait 2-3 jours où parfois je faisais 2 heures, 2 entraînements dans la journée. Ouais. Genre un le matin avant d'aller à l'école et un le soir. Ouais, donc quand même une bonne base. Ouais. Tu disais, parce que la natation, je pense que c'est pas mal déjà pour la proprioception, pour la conscience de son corps, mais aussi, comme tu disais, tu faisais du long, parce que 1500 en natation, c'est long, et donc toute la base d'endurance. Du coup, ton premier Embrunman, t'avais retravaillé un petit peu la natation ou pas du tout ? Pas du tout. franchement, pas du tout. Et depuis, en toute honnêteté, je pense pas avoir fait un triathlon de distance Ironman avec plus de 10 entraînements de natation avant, quoi. Sur le triple Ironman l'été dernier, j'ai dû nager peut-être 5 fois grand maximum, ouais. Et ça me permet, en fait, j'avais dû m'entraîner peut-être 10 fois pour l'Ironman juste pour me rendre compte de ce que ça faisait 3800 mètres. Mais j'avais déjà fait, tu vois, en semaine de stage, il y avait des jours où on faisait 10 bornes, donc je savais que 3800 ça allait le faire. Et en fait, sur la sortie de l'eau, vu que je sors, je sais plus quoi, 20e ou un truc comme ça, que je sors devant des pros et devant des gars qui gagnent la course, je me dis que bon, tu vois, j'ai pas forcément besoin de continuer. Enfin, en tout cas, je vais plus gagner du temps à m'entraîner en vélo ou en course à pied que sur la partie natation, quoi. Ouais, justement, j'allais te demander comment est-ce que tu sortais de l'eau, mais j'imaginais bien que tu sortais quand même pas trop mal. Du coup, t'as pas agacé certains mecs qui t'ont doublé en vélo? Parce que je me souviens de certains triathlons, j'ai un copain qui nageait assez fort, qui sort dans le top 10, et ça a un peu énervé les pros, justement. Ouais, parce que surtout, moi, c'était mon premier triathlon, j'arrive avec mon vieux look d'il y a 20 ans, et t'as André Vistica qui me double, t'as c'était pas Brian Cocard, mais putain, t'as un ancien cycliste pro, et tu vois, je vois le nom sur son dossard, et je fais allez Pierre, putain, trop bien, donne tout. Il se dit, putain, c'est qui le rigolo le mec, on est sur l'Embrunman, il est en train de m'encourager alors que on est au 20e kilomètre de vélo, je sais pas quoi. Donc non, j'essaie de me mettre sur le côté, et surtout que je suis hyper nul en descente, je suis hyper prudent.
Donc tu sais, j'essaye de pas gêner dans les descentes, dans les virages, mais tu fais ce que tu peux, quoi. Tu fais aussi ta course aussi, quoi. Donc bon, voilà, j'essaye d'être bienveillant quand même. Bon, alors, du coup, la natation, je te demande pas ce que ça donne. Le vélo, ça donne quoi? Et puis après, il a fallu enchaîner sur la course à pied. Le vélo, nul. Vraiment, j'étais nul. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même encore aujourd'hui, pas hyper fort sur, on va dire, des trucs courts. Donc sur du 180, ça commence à aller. Mais ouais, sur du, j'avais fait le triathlon de Paris, je sais plus trop quand, et j'arrivais même pas à tenir les roues. Tu vois, alors que normalement, quand t'es en pack, même de 40, t'arrives à tenir les roues, tu vois. Et là, j'arrivais même pas à tenir les roues. Donc je suis vraiment nul. Après, bon, j'avais aussi le vieux vélo, mais bon, ça excuse pas tout. C'est vraiment les jambes. Donc j'étais vraiment nul. Je détestais ça. Voilà, à l'époque, on habitait en région parisienne, donc je pense que ça facilite pas le plaisir sur le vélo. Et en fait, quand je me suis mis à l'ultracyclisme, je me suis mis en partie aussi parce que je me suis dit comme ça me fera progresser sur le vélo. Et j'ai tellement adoré le vélo longue distance, l'aventure à vélo, ce que tu découvres, etc. que franchement maintenant, je fais plus d'ultracyclisme que de triathlon. Et c'est la partie que je préfère, quoi. Donc, il y a eu une belle transition sur le côté vélo. Et avant parce que le vélo, l'ultra, c'est en quelle année ça? C'était, ça. Les 3 dernières années. L'année dernière, ça a dû commencer en 2020, je pense, ouais, peut-être. Ok. Mais parce que t'as quand même encore, en 2021, t'as quand même encore fait un. Ouais, donc 2019 en Brahman. Et cette année-là, t'as encore fait un triple Ironman quand même. Ouais. Donc exactement. 2019 en Brahman, 2020 le Frenchman en off. 2021, du coup, la Race Across France. Ah oui, c'est ça. Alors racontez-nous peut-être un petit peu le Frenchman. Donc ça, je pense que il y a pas mal de gens qui ont fait ça, hein, des triathlons en off. Forcément, tu t'entraînes pendant toute une saison, parfois même sur plusieurs années. C'est la course, je sais pas si c'est la course de ta vie, mais en tout cas, c'est une grosse course, c'est un truc que t'as préparé pendant longtemps. On te dit non, tu peux pas le faire, Covid. Bon en fait, c'est quoi, tant pis, je le fais quand même, quoi. Exactement, ouais. Ouais, franchement, j'avais mis trop de temps et de préparation pour me dire non. En fait, surtout que les conditions permettaient de le faire en off, quoi. Donc on se retrouve sur le groupe Facebook et on est une petite vingtaine, je pense, à se dire allez, on se motive et tout. Et on contacte les organisateurs officieusement, l'organisateur vient pour nous donner le départ, etc. Puisque je crois que c'était pas hyper autorisé. Ouais. Donc voilà, c'est. Fais gaffe, on est sur un podcast, c'est public, ce que tu dis là, c'est. Non, c'est pour ça que je dis. La rumeur dit que je crois que il est peut-être venu. Après, il y a prescription, non? C'est bon. Ouais, on va dire ça. Non, mais puis c'est que des rumeurs, c'est que des rumeurs. Et donc voilà, c'est la partie natation se passe super. La partie vélo, on a un peu galéré parce que du coup, moi, j'avais jamais fait autant de plats. J'étais toujours sur mon vieux look et j'avais pas de prolongateur à l'époque. Je sais pas, je fais une moyenne de 30. Je vais dire peut-être une bêtise, mais peut-être du 33 de moyenne. Sur la partie vélo, alors que moi je m'étais dit dans la circulation c'est pas dégueu, t'avais du dénivelé en plus? Non, le Frenchman il est hyper plat et franchement t'as pas une bosse, c'est ouais. Et non, je m'étais dit si je fais déjà du 32 moyenne ce serait énorme, et au final je fais du 33 et donc avec Constance il y a eu un loupé. Au ravito du milieu, je la réveille de sa sieste dans la voiture, et à la transition, elle arrive. Avec 10 minutes de retard. En gros, je m'étais changé et tout, et je me préparais à y aller pieds nus, quoi, parce que ouais, elle arrivait avec 10 minutes de retard sur le temps qu'on s'était dit de base. Donc voilà, c'était pas. Non, j'étais à l'heure, j'étais pile poil dans l'heure, sauf que t'es arrivé avec 10 minutes d'avance. Voilà, exactement. Okay. Pardon. Ouais. Non, j'étais pas en retard. Hein. Petite nuance, quand même. T'es complètement. Nuance, même. Ouais, non, mais exactement, elle a raison. Donc voilà. Après, non, je m'étais changé et tout, et je me dis ça devait être un peu moins de 10 minutes, peut-être 5 minutes ou un truc comme ça, parce que là, elle était peut-être même arrivée en avance. Donc on n'avait pas perdu tant que ça, mais voilà, c'était. Mais quand même, quand t'es dans le feu de l'action. Ouais, exactement. Je pense que j'avais commencé à courir 200 mètres, tu vois, pieds nus, en me disant tant pis, quoi, il faut y aller.
Attends, mais tu disais, vous étiez une vingtaine quand même? Ouais. Tu l'as pas fait tout seul? Ouais, exactement. Et je finis le vélo en tête, on va dire, avec le gars, avec un autre gars, David L'Herbier, je crois qu'il s'appelle. Et voilà. Et après sur la course à pied, ouais, j'étais un petit peu plus rapide. Donc j'avais fait un sub 10, ce qui était pas mal. Pour un truc Ironman, surtout que voilà, c'était en off, c'était sans prolongateur, etc. Malgré les 10 minutes d'attente. Ouais, voilà, exactement. Donc non, c'était pas mal, c'était une belle expérience et puis surtout voilà, c'était le début du off, donc c'était hyper chouette. Voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est ta progression. Alors pas forcément sur le vélo, mais on est aussi là pour parler de course à pied. Ton premier marathon, donc c'était sur l'Embrunman. Ça donne quoi en termes de temps et de sensations? Et ton deuxième, qui du coup était sur le Frenchman en off, c'était quoi? Hi. Voilà, c'est les belles cols. Je crois que je devais être vers 4h12, je crois, sur la course à pied, sur l'Embrunman. Si je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Je pourrais regarder, mais c'est un truc comme ça. Parce que, en fait, je l'ai refait en 2021. Ouais, je l'ai refait en 2021 et je passe sous les 4 heures. Donc, et j'étais pas hyper loin. Donc voilà, et en sachant qu'il y a 400 mètres de dénivelé sur la partie course à pied de l'Embrunman, ce qui est quand même pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'Embrunman c'est tout plat, c'est comme le Frenchman. Ouais, c'est l'inverse du Frenchman. Donc ouais, je pense que j'avais fait à peu près ces temps-là. Et par contre sur le Frenchman, je sais pas si j'étais déjà passé sous les 4 heures. Je sais plus. Ouais. Donc c'est après ces expériences-là que tu t'es mis un petit peu plus sérieusement à la course à pied. Ouais. J'ai continué à faire des 10 km. Mais quand on est venu vivre ici aussi, ouais. Je pense que ça a accentué. Je pense que j'alternais en fait course à pied. En fait, j'alternais défi long et défi court. Après avoir fait un défi long, je faisais un 10 km par exemple. Donc c'est un peu pas hyper fut sur la prépa parce que t'arrives avec un bon cardio, une bonne caisse de fond et derrière tu te mets que des intenses. Mais bon, au final, ça te fait prendre de la vitesse, etc. Donc bon, c'est pas si pire, mais on va dire c'est pas hyper logique, quoi. Mais je pense que c'était pour un peu varier les plaisirs. Et non, après, je pense le truc déclencheur. Donc c'était il y a en 2021, peut-être quelque chose comme ça. C'est quand donc mon copain Duncan Peria, qui lui est champion de France de marathon en avant, a organisé le Endless Project. Donc pareil, c'était pendant le Covid. Et en fait, l'objectif, c'était de tenir le plus longtemps possible à l'allure du record du monde du marathon du record du monde du 100 km, donc 3,40 au kilomètre. Et on était une dizaine, hommes et femmes. Et voilà, l'objectif, c'était un peu de faire progresser la science aussi là-dessus, de voir comment est-ce que on évoluait. On avait des capteurs Super Sapiens, on regardait le lactate. Il y avait une partie, calcul en amont, vu que c'était organisé avec Sport Testing, donc une boîte qui fait des tests justement sur les trucs sportifs. Et on avait reçu Mélissa Mizo. Exactement, ouais. Et après anticipation des résultats et étude des résultats réels, quoi. Donc il y avait ce côté-là qui était hyper intéressant et je pense que c'est là où vraiment je me suis dit ok, finalement j'ai un niveau peut-être pas trop dégueu en course à pied, ça peut être pas mal à exploiter un petit peu, quoi. Et donc du coup tu commences à courir en avant. Ton triple Ironman, il est venu comment en fait l'idée, et est-ce que le fait que tu aies pris du plaisir dans la course à pied y a joué aussi? Ouais. Après je prenais tout le temps du plaisir sur la course à pied, j'aimais quand même bien ça. Sur le comment est-ce qu'il est venu, il y a eu la Race Across France entre. Donc j'ai pareil, j'ai fait direct la 2500, donc la 2500 km, donc la plus longue, sans trop réfléchir. Je me suis dit ok, le vélo longue distance j'y arrive, nager longtemps je pense pouvoir y arriver. Après c'est un peu la question de courir longtemps, quoi. Je savais, pour le coup c'était un peu l'inconnu. Donc je m'étais dit à Noël je tente un 100 km de Carcassonne à Toulouse, c'est tout plat, on sera le long du canal du Midi et puis Constance elle sera avec le vélo et avec la partie ravitaillement. Et donc voilà, on tente ça, et si ça le fait, ça veut dire que je pourrais tenir grosso modo 124 km, 126, donc les 3 marathons d'affilée. Et ça l'a fait, donc on s'est lancé sur ça, ouais. T'avais pas oublié les 3 x 180 en vélo juste avant, non? Alors les 3 x 180, en fait, vu que la Race Across France c'était 2500 bornes de vélo en ultra, je me disais 540 ça devrait le faire, quoi.
Et en fait, pour des questions un peu logistiques, c'est d'ailleurs même 600 plutôt que 540 parce qu'il fallait arriver exactement à Périgueux et en fait, si je faisais pas ces 60 bornes là, j'arrivais pas jusqu'à Bordeaux et donc je pouvais pas faire ma traversée est-ouest. Donc, je préférais faire 60 bornes de plus à vélo que 60 bornes de plus à pied, tu vois. Je comprends pas. Mais donc du coup, t'as bien parce que souvent quand on fait un triple Ironman, c'est plutôt distance Ironman, t'en fais un, puis t'en fais un deuxième, puis t'en fais un troisième. Non, je crois que alors il existe des championnats du monde de ça. Alors pour celles et ceux qui sont pas au courant, préparez-vous. Moi je trouve ça écœurant. C'est donc dans des bassins de 25 ou au mieux dans des bassins de 50. Le vélo, c'est sur des boucles de 9 bornes. Et la course à pied, c'est sur des boucles de 1 borne 5, je crois, ou 2 bornes max. Donc t'imagines, tu fais 120 bornes sur des boucles de 1 borne 5, horrible. Et par contre, c'est à l'affilée, à enchaîner natation, puis vélo, puis course à pied. En tout cas, c'est comme ça que s'organisent les compétitions. Mais du coup, quand t'as le choix entre ça ou traverser la France, voir des paysages, etc., bah pour nous, la question se pose même pas. T'as même des championnats de DK Ironman, donc 10 Ironman d'affilée. Ouais, il y a les triples DK aussi, 30. Alors triple DK, je connaissais pas, mais je connaissais DK, et je l'ai envisagé. Mais franchement, il faut juste qu'il fasse des conditions. S'il faisait, tu vois, un truc, tu commences en France et tu finis en Russie ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais là, tu t'es à Colmar ou en banlieue de Colmar et tu fais ça. Enfin, moi, c'est trop hamster pour moi, quoi. Je respecte, mais c'est trop hamster. Bon, si tu fais un Tour de France, ça marche. Regarde, moi, j'ai couru du nord au sud, j'ai fait 1400 bornes. Donc, si tu pars sur l'idée qu'un DK Ironman, bah, t'as déjà 1800 de vélo. Si tu fais le Tour de France, c'est faisable. Pas la traversée. Ouais, non, et après, tu mets la traversée de la Manche, quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, franchement, c'est hyper envisageable. Le seul truc, c'est que c'est gros budget, que ça demande du temps, etc. Mais je l'exclus pas forcément. Mais par exemple, la traversée de la Manche, c'est 4 à 5 000 balles minimum pour toute la logistique, quoi. Et une fois que tu te lances dans ton DK, alors idéalement tu commences par la natation parce que tu as des créneaux hyper précis pour la traversée de la Manche. Donc tu vois, ce serait quand même dommage d'avoir fait 1400 bornes de course à pied et puis après derrière de te retrouver, tu peux pas faire la natation, quoi. C'est un peu ce qui se passe sur l'enduroman, hein. L'enduroman, en général, la course à pied, ça passe. Après, il y a la natation et puis il y en a qui finissent le vélo ou pas. Mais après, tu peux aussi faire des tours dans le bassin d'Arcachon, hein. C'est plus tranquille que la Manche. C'est vrai. Non, puis le problème de la traversée de la Manche, c'est que tu sais pas exactement pour combien tu pars. Il y en a qui font 30 bornes, puis il y en a qui en font 70. Ouais. On a eu Liliane Deza d'ailleurs sur le podcast. Ça remonte un petit peu, mais qui avait fait ça. Il avait traversé justement la France en triathlon. Maintenant, voilà, les distances c'était pas des distances standards, donc il avait improvisé un peu à ce niveau-là. Mais c'est un truc qu'il avait fait, ouais, donc ouais, ça existe. Lilian que j'ai croisé sur mon défi d'ailleurs et qu'on salue. Donc du coup DK Ironman, triple Ironman, un petit peu de course à pied. Est-ce que c'est vraiment là que t'as progressé? Alors je sais pas si tu vois où je veux t'emmener parce que j'ai entendu dire que tu courais quand même pas trop mal en avant de te mettre à courir en arrière, et là aussi le temps de ton marathon en arrière est quand même assez significatif. Donc comment est-ce que tu progresses en course à pied et pourquoi en fait? C'est aussi ça la question. Ouais, bah je pense que franchement pendant longtemps j'ai pris les plans gratuits, c'est que tu trouves de Running Addict, de conseils-courseapied.com qui maintenant sont plus gratuits, mais Running Addict, je crois que c'est encore gratuit, et tu commences à apprendre les 80-20, tu commences à apprendre l'utilité du fractionné, fractionné court, fractionné long, séance tempo, l'importance des séances côtes, etc. Et je pense qu'en parallèle, mon petit frère Arnaud, qui lui est, je pense, pour toutes les personnes en Île-de-France, l'ont forcément vu sur une des courses parce qu'il gagne un peu toutes les courses, 10 km du château de Versailles, semi de machin, 10 km de trucs, il les gagne un peu toutes. Et lui s'y connaît vachement sur la partie course à pied, donc c'est lui qui petit à petit a commencé à me donner pas mal de conseils. Moi, je pense que ça m'intéresse un petit peu moins la partie comment faire. Je préfère un peu plus
tu vois, avoir les cartes en main et les jouer plutôt que de comprendre comment le jeu fonctionne, quoi. Lui c'est un ingé et puis moi je suis profil commercial. mais voilà, non, il m'a pas mal aidé et notamment sur la prépa marathon, c'était lui qui me l'a filé avant le marathon de Valence. Donc voilà, mais j'avoue que j'ai pas énormément d'infos là-dessus. Sur avant Valencia, je sais pas trop. Je suivais les plans gratuits sur en général 8-12 semaines max avant un objectif. En général, c'est ça, je me mets 3 mois avant un objectif et j'y vais à fond 3-4 mois grosso modo, ouais. En filigrane, je comprends aussi que le sport, ça fait partie de la famille. Est-ce que toi, ça t'est venu justement de tes parents ou est-ce que c'est toi qui a donné qui a impulsé l'envie, l'énergie, le virus dans la famille? Non, ils nous ont toujours poussé, ouais, sur la partie natation. Il y avait des moments où on voulait moins y aller, etc. Ils ont quand même bien insisté. À l'époque, je nageais tout le temps avec mon petit frère. Et après, mon deuxième petit frère lui a fait plein de sports différents, mais il a un gros niveau aussi. C'est lui qui avait fait le premier kilomètre du marathon de Paris il y a quelques années en tête avec le maillot kebab. Voilà, parce que c'est avec quoi? Avec le maillot kebab. Si tu regardes, tu tapes marathon de Paris kebab, tu verras, il y a un gars qui a fait, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, il a fait le premier kilomètre en tête devant les Kenyans, etc. En fait, leur nom de groupe, ils s'appellent, avec mes 2 frères, et leurs potes, ils s'appellent la Kebab League. Mais avec le dossard, on voit pas League, donc on a l'impression qu'il a juste fait le marathon en tête pour faire le zouave avec le truc kebab, quoi. Mais ouais, non. Et après, je pense là maintenant, c'est clairement plus nous qui sommes moteurs. Et il y a ma mère qui en fait pas mal, elle se fait chaque année un marathon. Et là, elle a 58 ans. Ouais. Donc ouais, ça commence à... Voilà, elle est à 1h50 sur semi, donc elle en voit quand même pas mal. Et puis elle bat pas mal de mes potes, quoi. Ah, c'est beau. Donc en fait, c'est un peu, même s'il y a eu l'impulsion des parents pour vous mettre au sport, c'est quand même vous qui avez un petit peu plus impulsé l'esprit de compétition, le fait de fédérer tout le monde. Donc ça a pas marché que avec Constance, le fait de mettre tout le monde au sport. Ouais, eux ont été moteurs et après, je pense, nous, on s'est approprié le truc. Mais ça, c'est quand même un peu plus, c'est peut-être 5 dernières années. Et puis après, ouais, Constance, pareil, c'était, je pense après. Tout au long de notre relation, c'est bienvenu petit à petit. Et puis là, maintenant, on essaye d'embarquer la famille de Constance, mais ça, c'est un autre défi. On en reparlera. Delphine, on pense à toi. Ça t'a amené jusqu'où tout ça de courir de plus en plus vite en avant, juste pour avoir une idée de ta rapidité à plat en avant? Sur 10 km, je suis à 33 grosso modo, et sur semi 2h33. Non. 2h33. Marathon, ouais. Semi, je crois pas avoir fait un semi à fond, donc je sais pas trop. Ouais, donc 2,33 en marathon, juste pour info, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Ouais. Mais enfin, pareil, c'est un truc, en toute honnêteté, j'ai vraiment du mal à me rendre compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est vraiment bien, etc. Et tu sais, moi j'ai un peu juste l'impression d'avoir fait ma prépa sérieuse, d'avoir fait mon truc et voilà quoi. Donc tu m'aurais dit 2,33, tu m'aurais dit 2,41, je pense que j'aurais été tout aussi content et je me serais pas forcément rendu compte de la différence, quoi. Donc je sais pas, je pense que ça vient quand je vois certaines personnes qui courent ou qui s'entraînent beaucoup, etc. et qui me donnent leur temps. C'est peut-être plus comme ça que j'arrive à me rendre compte du truc. Quand je vois des grands sportifs de haut niveau, tu sais, t'as les joueurs de foot ou les Wout van Aert qui font les marathons, etc. Et tu vois un peu leur temps, tu te dis putain, c'est quand même pas si mal. Ouais. Même juste à ton niveau, hein, dis-toi que ton premier Embrun, tu fais 4h20 sur le marathon et ton meilleur temps sur marathon maintenant c'est 2h33. Alors c'est pas les mêmes conditions, t'avais pas le vélo avant, etc. Mais enfin c'est juste presque du simple. Ouais, mon tout premier marathon du coup quand j'avais 21 ans là. C'était 3h56, tu vois, parti de là.
de plus en plus de natation, de plus en plus de vélo, de plus en plus de course à pied. Tout ça dans le bon sens. D'ailleurs, sur la natation, on peut faire du dos. Il y en a des très bons qui nagent en dos et là, on nage à l'envers. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui t'est passé par la tête, qu'est-ce qui t'a inspiré pour te mettre déjà à courir en marche arrière et ensuite monter jusqu'au marathon. Ouais, et ben en gros au marathon donc c'était le marathon de Valencia en décembre là de cette année. J'ai vu qu'il y a un gars, je vais un peu l'afficher parce que voilà, il le mérite. Mon pote Duncan Peria, il a un frère jumeau qui s'appelle Thibaut Peria, qui d'ailleurs aide pas mal. En fait, son job là, il a monté Lactique et son job c'est d'essayer de trouver des sponsors à des athlètes. Donc voilà, si jamais il y a des sportifs qui nous écoutent et qui sont intéressés par ça, c'est un peu son métier, c'est d'essayer de, grâce aux communautés, aux réseaux sociaux, de leur permettre d'en vivre. Bon bah tu pourras lui dire d'ailleurs que je l'ai contacté, qu'il m'a pas répondu. Ça marche. Et du coup, on avait fait on était 4, 5, 6 à se lancer sur le marathon de Valencia, Constance aussi. Et on a à peu près le même niveau. Je pense même que normalement il est meilleur que moi. Et vu qu'il fait ses préparations un petit peu comme moi je les faisais à l'époque aussi, je pense, c'est-à-dire sans fractionner, vraiment au feeling. Je cours le plus vite que je peux sur mes fins de sortie et j'essaie d'être fatigué à tous les entraînements et j'essaie de faire des grosses semaines de volume, mais voilà, sans trop de logique de progression ou quoi que ce soit. Il a complètement explosé et il finit en 2 heures. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est 2h52 ou un truc comme ça. Et il finit en même temps que un Espagnol qui bat le record du monde du marathon en poussant sa mère sur une poussette. Et donc en fait là je me dis 2h52 en poussant une poussette, vu que j'ai fait 2h33, franchement ça pourrait être jouable. Et donc je commence à regarder les autres records, etc. Et puis on tombe sur le record du marathon en arrière et on se dit ça pourrait peut-être être jouable quand même, hein. Et voilà, on en rigole comme ça, on se faisait un petit apéro tranquille. Et Duncan, il est vachement dans l'action, dans le vas-y, fais-le, etc. Donc Duncan et Thibaut me poussaient vachement. Et on fait, Duncan, il lance un truc sur Instagram. Voilà, s'il y a plus de 1000 réponses à sa story, je me lance dans la tentative du record du marathon en arrière. Et jusqu'à 2 minutes avant, il y avait pas les 1000 et on arrive à 1007 au bout des 24 heures. Donc voilà, je me suis lancé 4 mois de prépa pour préparer le marathon en arrière. Bon alors, il va falloir que tu reviennes avec nous sur cette prépa parce que déjà, préparer un marathon, c'est un certain exploit, un certain défi en soi, mais préparer de la course à pied en marche arrière, en fait, tu recommences de zéro. Tu apprends un nouveau sport. Exactement. Franchement, c'est exactement ça. Tu recommences vraiment de zéro, tu apprends un nouveau sport. J'ai l'impression, limite, tu sais, de me mettre à l'aviron, quoi. C'est des muscles complètement différents. À part le cardio, surtout au début, il y a rien que t'apporte la course à pied en avant, quoi. Donc évidemment, probablement que si, musculaire, etc. Mais en termes de technique, en termes de muscles sollicités, c'est vraiment hyper différent. Et au début, le premier mois, c'est vraiment t'apprends complètement à courir en arrière, à essayer de prendre tes repères, etc. Et tu vas tellement lentement. Les premiers entraînements, c'est tu commences, tu fais 500 mètres en arrière, 4 km en avant, 500 mètres en arrière, 4 km en avant, terminé, tu vois. Et donc t'as fait 1 km et tu te dis mais le chemin pour arriver à faire du 5 au kill sur un marathon pendant 42 km, il est loin, quoi. Et au bout d'un mois et demi, je m'étais vraiment dit je sais pas, franchement, je sais pas si ça va le faire et je sais pas si je vais continuer dans le défi parce que j'y arrive pas, quoi. Et voilà, donc t'as un mois de ça et puis après un mois de vraiment apprendre à courir en arrière un peu comme ça à l'instinct. Et puis après pendant 3 mois, j'ai repris exactement le même programme de prépa que j'avais fait pour le marathon en avant. Mon frère m'a dit fais plus de côtes. Donc j'ai fait plus de côtes. Et voilà, franchement, j'ai repris exactement ce même programme. Est-ce que pour le coup, le programme, tu l'as pris de la fin ou tu l'as pris du début? Non, je l'ai pris dans le bon sens. J'adaptais juste un tout petit peu quand tu vois, évidemment les allures, je les adaptais. Et puis après, parfois aussi sur les distances, vu qu'il me disait que c'était plus le temps plutôt que la distance qui comptait, le temps à certaines allures. Du coup, j'adaptais.
Et l'avantage, ça c'était vraiment l'énorme avantage, et je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir dans une prépa, c'est que autant sur le marathon, moi je courais en avant et Constance aussi, donc on va dire nos sorties longues par exemple, ou les intenses, on les faisait un jour et puis le lendemain, moi j'étais à vélo et Constance faisait ses intenses et vice versa. Là, on pouvait tous les deux faire nos intenses en même temps, nos sorties longues en même temps, nos sorties endurance fondamentale en même temps. Donc là, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Et tu courais plus du tout à l'endroit? Alors, ouais, au début, je courais un petit peu à l'endroit et ça me faisait hyper mal au genou. Et j'ai vraiment rapidement arrêté en me rendant compte que je pouvais pas faire les deux. Ouais. Attends, ça te faisait mal au genou, ouais. Courir à l'endroit, du coup? Ouais, exactement. Ouais. Ok, et tu l'expliques comment? Je sais pas trop. Je suis allé voir un copain ostéo. Il m'a dit ouais, là faut que t'arrêtes de faire le con. Ton truc en arrière. Faut que tu fasses un choix, mais voilà. Et donc je me suis dit ouais, je vais essayer sans courir en avant. J'ai pas forcément d'explication, mais ouais. En tout cas, j'y suis allé comme quand tu te blesses, tu retournes progressivement, petit à petit, tu laisses 3-4 jours ou une semaine s'il faut, et puis voilà, ça le fait progressivement. Et du coup, tu t'entraînes, parce que, tu peux te retourner un petit peu à gauche à droite, mais tu t'entraînais tout seul aussi? Tu parvenais à t'entraîner seul ou bien tu étais systématiquement accompagné? Non, franchement, 95% du temps, j'étais avec Constance, ouais. Et Constance, du coup, toi, t'étais à côté, tu le guidais, attention, il y a une bordure, il y a un trou, ouais. Faut tourner, un chien. Ouais, exactement, ses yeux et ses oreilles. Et du coup, au début, c'était assez intéressant. Parce que comme il le disait tout à l'heure, il faut complètement réapprendre à communiquer. Donc typiquement l'exemple de la droite et la gauche, je pense que c'est l'exemple le plus significatif où on a mis du temps à se comprendre. Mais ça a été hyper intéressant parce que pour le coup, il y avait une progression sportive, mais il y avait aussi une progression interne entre nous dans notre manière de communiquer, de mieux appréhender aussi les besoins de l'autre, parce que pour le coup, faut quand même pas mal anticiper. Donc ça a été une chouette expérience, autant sportivement que personnellement. Même si le sport fait partie intégrante de notre vie, c'est quand même des choses différentes en termes de compréhension. Donc non, ça a été hyper chouette, même pour moi, au niveau des allures, parce qu'à la base, quand il court tout droit dans le sens de la marche, il court beaucoup plus vite que moi. Et donc là, en marche arrière, il a quand même une vitesse qui est plus forte que la mienne, donc ça m'a aussi tiré, ça m'a aussi permis de progresser, de courir plus vite. Donc franchement, non, ça a été hyper chouette, c'était 4 mois trop bien. Et en fait, je trouve que de faire ces défis-là à deux, alors on l'a peut-être un peu plus vécu sur le triple Ironman par exemple, plutôt que sur le truc en arrière, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de fatigue. Et elle sur des ultras ou quand elle fait ses intenses, etc., t'es tellement fatigué, tu sais que tu peux pas trop mettre de filtre, de politesse, de formulation, au fait est-ce que tu pourrais me redonner un gel, désolé je viens de te le demander, t'es là gel, voilà, et Constance, elle a un petit caractère quand elle fait ses intenses, faut pas trop lui parler, tu vois. Et donc du coup je trouve que ces trucs-là, où c'est un peu la même chose quand on voyage en couple et que tu sais, on est fatigué à force de bouger à droite à gauche, etc. T'enlèves les filtres et du coup, tu connais vachement mieux la personne. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont chouettes à faire en couple. Donc, ouais, j'incite fortement. Donne pas trop d'incitation, on va se retrouver avec du SAV, des auditeurs qui vont nous dire ouais, on s'est lancé dans des défis, ça a fait exploser notre couple. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que comme tu le dis, ça relève aussi du défi parce que il y a plus de filtre, parce que il y a un peu de fatigue, d'agacement et du coup ça, je pense que ça permet, comme le disait Constance, peut-être d'accentuer ou de travailler sur la communication dans le couple, mais aussi de voir jusqu'à quel point on est capable d'aller, jusqu'à quel point on est capable de supporter l'autre. Exactement, ouais. Ouais, surtout qu'il y a une autre dimension, c'est que on partage du coup le sport, mais vu qu'on est en full télétravail, on partage aussi tout le reste, quoi, le travail, le quotidien en dehors des heures de travail, en dehors des heures de sport, et donc ça t'apprend vraiment à te concentrer sur ok, maintenant c'est le sport, tu prends pas en compte la journée de coworking parce qu'on est coworker pour le coup, ou si t'es indifférent sur autre chose, donc c'est vraiment chouette, donc il a raison d'accentuer ça, même si t'es pas sportif. Je pense que c'est une étape qui est assez intéressante dans la progression personnelle et de couple.
Ouais, et pour revenir sur ce qu'on disait en début d'épisode, je pense que même si ton conjoint ou ta conjointe t'arrive pas forcément à les mettre au sport, je pense que leur faire jouer le jeu de l'assistance, ça peut aussi aider et faire comprendre à l'autre un petit peu de ce que tu vis dans ton effort. Ouais. Bon, du coup, pour revenir sur cette course à l'envers, Constance, je voulais te demander, ça t'a fait quoi, toi, déjà, comment est-ce qu'il t'a annoncé ça? Comment est-ce qu'il t'a dit, tiens, je me lance dans un truc un peu fou, je voudrais faire un marathon à l'envers? Comment je l'ai pris? Je l'ai pris hyper bien. Je me suis dit que ça collait bien un peu avec son état d'esprit un petit peu foufou et aller chercher des trucs qu'on penserait pas forcément. Donc d'abord j'ai pensé à lui, je me suis dit c'est hyper chouette. Ensuite j'ai pensé à moi, je me suis dit c'est hyper chouette aussi parce que du coup je vais pouvoir l'accompagner un peu dans toute cette folie. J'ai cru que t'allais dire ensuite j'ai pensé à moi et je me suis dit ouais. c'est hyper pas chouette du tout. Mais non, ça va, c'est cool, tu l'as bien pris. Ouais, non, je l'ai bien pris parce que ça aussi c'est un truc qui nous permet où on se rejoint, c'est les côtés un petit peu fous de la vie. Et donc non, je l'ai vraiment vraiment bien pris. Je pense qu'il y a un truc qu'on s'est dit vraiment, c'est on sait pas où est-ce que ça nous mènera, tu vois. Et justement, on le tente et puis voilà, on sait pas ce qui va en sortir. Justement, tu vois, tentons-le, quoi. Ouais. Ça, je me rappelle, c'était une réflexion qu'on s'était fait. On n'a rien à perdre dans tous les cas, donc autant tenter. Rendez-vous est pris pour s'aligner sur un marathon. Est-ce que tu as aligné ta prépa sur le marathon ou est-ce que tu t'es préparé un petit peu à l'aveugle en te disant je trouverais bien un marathon à faire dans 3-4 mois à la fin de la prépa? Grosso modo, un petit peu des deux. Ça marche pas, hein, c'est l'un ou l'autre. Ouais, non, on a commencé, je pense que j'ai regardé donc j'ai commencé au 1er janvier. La prépa et j'ai dû regarder peut-être mi-février où était le marathon pour vraiment caler bien les semaines, tu vois, pour que les semaines aillent bien, les semaines de prépa, en sachant que je crois que un mois avant en fait, donc on devait faire le lac d'Annecy, ouais. Le marathon du lac d'Annecy, et en gros on se disait c'est quand même un peu dommage parce que ok il est plat. Et c'est un aller-retour, donc il n'y a pas trop de virages parce que du coup ça les virages c'est vrai que c'est pas incroyable pour courir en arrière, mais la route était hyper étroite en fait, c'est une piste cyclable de ce que nous on a vu, et quand t'es en arrière t'as besoin d'énormément de place et t'as besoin de pas beaucoup de monde, quoi. Donc on avait identifié celui-là et en fait ce week-end-là Duncan avait le marathon de Rotterdam, vu qu'il est sponsorisé Oka et que c'est organisé par Oka. Lui avait dit moi j'aimerais vraiment être là, c'était un peu il était à l'origine du défi, donc on s'est dit non c'est chouette qu'on le fasse ensemble, et pour rentrer dans le Guinness il faut une preuve, donc il faut avoir filmé l'entièreté de la course et c'était prévu que Duncan le fasse, donc du coup on a reporté de 2 semaines parce que la semaine d'après ou de 1 semaine, je sais plus si c'était 1 ou 2 semaines, bref. En fait, il se trouve qu'il y a le marathon de la Drôme, de Saint-Paul-les-Romans, donc à côté de Romans-sur-Isère ou Valence ou entre Lyon et Marseille, on va dire, c'est pour un peu essayer de dégrossir, qui a une 150 personnes, qui est tout plat. Et donc il y a plein de places, il n'y a pas énormément de virages, c'est 2 boucles, il y a une super ambiance et c'est juste à côté de chez nous on est dans le Vercors. Donc du coup toutes les conditions étaient vraiment parfaitement réunies, on a pris contact avec l'organisateur et il était incroyablement sympa. Enfin ça s'est vraiment hyper bien passé et franchement même pour des personnes qui voudraient courir en avant, c'est vraiment une super course. Donc pour les personnes qui aiment être peinards, tu vois, c'est vraiment le bon truc, quoi. C'est un peu à l'opposé du marathon de Paris que tu pourrais avoir, tu vois, où voilà, t'as beaucoup de monde, etc. Donc c'est bien, hein, parce que du coup c'est sûr que t'as du monde tout le temps, mais voilà, pour les personnes qui sont un petit peu plus discrets, on va dire, c'est l'endroit parfait. Donc tu le recommandes même pour les gens un peu chiants qui le font à l'endroit, quoi. Non, c'est pas les gens chiants, c'est les gens qui aiment pas forcément. C'est ceux qui aiment être dans l'introspection sportive. Ma mère, par exemple, elle déteste courir dans les trucs où il y a trop de monde. Là, je sais que, elle était là pour me soutenir, mais elle se serait régalée sur la course, quoi. Ouais. Bon, et donc du coup, ça veut dire que toi, j'imagine, t'as fait des périodes, enfin des sorties un peu test.
tu connaissais tes allures. J'imagine t'as fait un semi-marathon à ton allure marathon pour voir où est-ce que t'en étais au niveau. Enfin, t'as commencé la course, t'étais confiant? Ouais. Alors non, en termes d'allure, c'était pas incroyable. Donc je savais pas trop jusqu'à un mois avant, et un mois avant le marathon, ouais, c'est vrai que je me suis dit ok, sur les sorties longues, sur les sorties tempo que je faisais, ça se passait vraiment bien. Mais en fait mon plan d'entraînement, il fait jamais plus de, enfin celui de mon frère qui l'a fait pour moi, il faisait pas plus de 30, la plus longue c'est peut-être 31 ou 32 km, un truc comme ça. Dont je sais pas, peut-être 2 fois 10 km à l'allure, tu vois, pas plus. Donc tu vois, t'es vraiment dans le mystère, tu sais pas, jusqu'au jour J, quoi. Et non, le jour J, je suis parti plus vite que prévu. Je devais faire en gros, je crois que c'était 5,06 peut-être, quelque chose comme ça, et je suis parti en 5, voire sous les 5. Et en fait, j'ai tenu tout le long jusqu'à 2 km avant la fin, où là j'ai commencé à exploser, mais j'avais déjà tellement d'avance que du coup ça l'a fait. Et t'es pas tombé à aucun moment? Pendant la course, j'ai failli quand même tomber à 2-3 moments, surtout avec la fatigue sur la fin. Ça c'est un peu le systématique, mais non, pas tombé. J'avais une belle équipe avec moi, donc d'un camp qui filmait et qui commentait en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment bien aimé le live, parce que lui, il était quand même à son aise. Et puis j'avais un copain à vélo et un autre copain qui courait. Donc on avait une super équipe. Il y avait Constance et ma mère qui étaient là à certains moments. Et puis il y avait les gars de France Télévisions qui étaient là aussi pour filmer. On était une belle équipe. Les gens ont dû te prendre un peu pour un dingue, j'imagine. Ouais. Mais l'avantage, c'est que j'avais quand même beaucoup d'encouragement. Toutes les personnes étaient vraiment bienveillantes. Donc du coup, c'était chouette. T'avais 2-3 personnes le long de la route qui, tu sais, essayaient un peu de filmer discretos avec leur smartphone. Sauf que vu que moi je cours en arrière, genre je les vois derrière, tu vois. les gens ils pensent qu'ils sortent leur smartphone pile quand t'es passé, sauf que je le vois. Ceci dit, je pense que les gens te prenaient un peu pour un dingue pendant la course, mais je crois que les gens aujourd'hui qui nous écoutent te prennent toujours pour un dingue. Ouais, je pense, c'est clair. Alors qu'en fait, et du coup, attends, mais du coup, sur ton Strava, c'est un temps négatif ou tu l'as en positif, ton temps sur le marathon? Non, je l'ai en positif. Par contre, si les gens veulent se régaler, sur toutes mes sorties d'entraînement de prépa, je les écrivais à l'envers. Tu vois, je mettais pas EF, je mettais EF. Fractionné, je me rappelle plus ce que ça donne, mais du coup j'ai commencé à retenir 2-3 mots à l'envers. ICREM, c'est merci à l'envers. Tu vois, je mettais ICREM partout. Ah, c'est pas mal comme délire. Bon, mais tout ça, on n'a pas dit du coup ce que ça donne à la fin de ton marathon. Quel temps et quel milestone tu marques? Et du coup, l'ancien record était 3h38. Et moi je prends en 3h25 le nouveau record du monde. Il est en train d'être validé par le Guinness, donc j'ai pas encore le petit diplôme, mais normalement il devrait pas y avoir de raison. Et voilà, ça fait nouveau record du monde qui revient en France après avoir passé quelques années en Allemagne. Il y avait un gars en fait en France qui l'avait dans les années 80, donc voilà, et j'ai eu un message de son infirmière dans la maison de retraite dans laquelle il était, où il lui racontait les histoires, etc. Et voilà, du coup, petit hommage à lui, et sympa de le ramener en France. Attends, et pour battre un record du monde comme ça, t'as pas besoin d'avoir un juge sur place? Non. Non, en fait, si t'as une vidéo sur l'ensemble du record, c'est bon. Et donc là, okay. Voilà, on avait évidemment la batterie externe. Vu que le live il était sur Instagram, ça bouffait pas mal de batterie, mais du coup non, pendant 3h25 il y a eu un direct, donc ouais, ça l'a fait. Bon écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Moi j'ai quand même encore 2 questions qui sont assez ouvertes. La première c'est quoi tes next steps? C'est quoi tes prochains objectifs? Parce que du coup on se demande un peu, ok, après le marathon à reculons, qu'est-ce qui va nous sortir? Et la deuxième, j'aimerais bien qu'on revienne aussi rapidement sur votre vie de nomade en fait. Parce que voilà, aujourd'hui vous avez combiné, vous êtes tous les deux en télétravail,
Du coup, vous êtes toujours en itinérance et vous combinez ça avec de l'entraînement. Donc, c'est un sujet dont on avait déjà parlé un petit peu sur le podcast, mais je pense que ça peut être intéressant et ça va peut-être donner quelques idées à certains. Ouais, sur la partie itinérance, en gros, en général, c'est facile parce que on reste plusieurs mois à un endroit, même si on bouge. Donc jusque-là, on faisait la moitié du temps, par exemple, à Valencia en Espagne, la moitié dans le Vercors. Là, par exemple, ces 2 derniers mois, on était dans les Balkans, puis Espagne, Portugal. Et là, on bougeait vraiment tous les 2-3 jours. Donc là, c'était assez intense. Et je pense que ça nous prenait facile 1h30 par jour à trouver ce que tu vas visiter dans l'endroit, trouver l'hôtel. Tu fais ton check-out à 10h et ton check-in à 14h. Donc, il faut que tu trouves un truc de coworking ou un café entre. Ensuite, il faut que tu gères les transports, etc. Là, on a fait sauter les entraînements et voilà, on a été hyper peu productif sur ces trucs-là. Mais quand, à partir du moment où tu restes une semaine à un endroit, je pense que ça va, tu peux tenir ce rythme-là. Tu trouves assez rapidement des endroits pour aller courir et faire ton sport. Ouais, c'est l'occasion de trouver des. Donc, ça veut dire que votre routine d'entraînement là aujourd'hui, vous la combinez avec un temps plein, flexible dans le sens où voilà, vous êtes tout le temps en remote, mais vous avez un temps plein à côté. Exactement. Et un petit truc pour ceux qui se poseraient la question de la vie nomade, il y a une newsletter que j'aime bien qui est en anglais qui s'appelle Nomadico. C'est pas mal, c'est assez régulièrement, je crois que tu peux choisir ta fréquence, mais t'as plein de petits tips pour la vie nomade ou pour travailler de façon nomade, trouver des coworking, les meilleurs endroits, des trucs comme ça. Ouais, du coup, on est devenu un peu des habitués je crois que tu as des sites comme laptopfriendly.co ou un truc comme ça, qui répertorient les cafés ou les endroits en fonction de s'il y a une bonne connexion internet. Moi, je fais pas mal de réunions, donc faut que je puisse faire des visios, que l'endroit il soit calme, où on puisse rester longtemps, etc. Donc, t'as de plus en plus de sites qui répertorient ça et c'est hyper cool. Ouais. Ok, bon très cool. Donc ça c'était pour la vie nomade. Et vos prochains objectifs du coup c'est quoi? Alors à très court terme, là demain on a un trail dans le Vercors, la semaine prochaine aussi. Donc ça c'est vraiment des petits trucs on va dire sympas où on aime bien parce que c'est hyper local. Donc il y a une chouette communauté et puis bon le Vercors c'est une belle terre de trail aussi. À l'endroit. Comment? À l'endroit, ouais. À l'endroit. Mais ce qui veut dire que quand tu te préparais pour la course, pour le marathon à l'envers, tu courais plus en marche avant. Ouais. Et depuis ton record, tu es revenu à la course en marche avant ou tu alternes un peu? Enfin, on y reviendra après. Je te laisse déjà finir là-dessus. Ouais, non, je cours qu'à l'endroit pour l'instant. Mais ça fait, tu vois, une semaine que j'ai repris, donc c'est voilà. Il y a eu les 2 mois de voyage, là c'est une semaine et hop on enchaîne. Et à moyen terme, on va faire le semi-marathon du Ventoux. C'est un beau petit défi aussi, avec pas mal de beaux dénivelés. Et puis l'orgueil a l'air vraiment super, donc je pense que ça c'est un beau défi. Je connais pas trop de courses où il y a plus de dénivelé, mais qui soient sur route. Donc ça, voilà, assez chouette pour on va dire faire une transition douce vers le trail. Et là, je réfléchis parce que je pense que faire 21 bornes à l'envers, ça va être tendu quand même. Surtout sur le Ventoux. En fait, les montées, c'est vraiment significativement plus dur à l'envers qu'en avant. Donc je vais voir, je vais peut-être faire le premier et le dernier kilomètre à l'envers ou quelque chose comme ça, mais voilà, faire un petit clin d'œil quand même. Et après. Mais attends, cela dit, je rebondis ce que tu dis parce que tu dis les montées c'est plus difficile. Par contre, les descentes c'est quand même beaucoup plus facile à reculons. Ouais, je pense que paradoxalement les descentes sont plus faciles. En tout cas, T'as plus d'amorti quoi. Ouais, à l'envers tu peux vraiment te régaler dans les descentes. Ouais. Faut quand même faire gaffe parce que tu sais sur l'équilibre, si tu mettais un petit peu trop en arrière, bah tu tombes quoi. C'est assez facile si tu tapes un petit peu les pieds sur une descente, t'es sûr de tomber. Donc faut pas y aller comme un fou non plus quoi. En même temps, en trail, on dit toujours que dans les descentes, il faut être penché vers l'avant. Ça marche aussi bien dans le sens conventionnel qu'en marche arrière. Exactement. Et après, sinon, bah voilà, à moyen long terme, on a quelques petites surprises qui arriveront sur, je pense du. C'est quoi les trucs un peu dingues du coup? Vas-y, dis-nous. Faut que tu. Ouais, que tu nous en donnes un petit peu, un petit teaser là. En fait, on aimerait bien, comme je disais sur l'aspect partage, etc.
aider des personnes à, on va dire, franchir leur premier palier sur des trucs un peu longs. Peut-être des personnes qui n'ont pas forcément les possibilités de le faire. Ça peut être de différentes manières, qu'ils n'aient pas les possibilités. Mais voilà, je pense que nous, de par nos grandes capacités, aider, leur donner un peu de ces capacités pour le faire. Donc voilà, on a plusieurs idées là-dessus. Et Constance a 2-3 idées. Je sais pas si tu veux t'engager publiquement sur. Non. Est-ce que tu veux dire ce que tu as repéré? Elle a repéré 2-3 idées quand même. Non, d'abord faut me laisser le temps de réfléchir. Tu peux te dire sur les records, non? Vas-y. On a regardé. Il y a un record qui existe et qui est détenu par une Française du marathon en talons aiguilles. Ah, pas mal ça. Donc je pense que pareil, ça défonce bien les pieds. Mais voilà, il existe. Je sais pas si tu te rappelles du temps. Je crois que c'est 6h26. Ouais, un truc comme ça. Faut pas trop donner des idées. S'il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer, vous attendez que Constance le batte. C'est clair. Et après, vous le faites, mais venez pas le choper tout de suite quand même. Franchement, ça se ferait pas. Ça, c'est hardcore, mais parce que du coup, j'imagine, t'as intérêt à avoir des talons aiguilles un peu spéciaux, non? Un peu équipés avec du rembourrage. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il y a une condition, c'est que ça fasse 7 cm. Par contre, il n'y a pas de largeur de talons qui sont spécifiés. Il n'y a pas de si tu as le droit à une plateforme ou autre. Donc c'est à creuser. Ça peut être un talon en carbone avec de la mousse. Ça peut être des Oka avec des talons. Oka avait été partenaire du marathon en arrière, donc on va les recontacter, voir s'ils sont pas intéressés à faire des Oka Rocket X talons. Franchement, pour le coup, Oka ils y sont presque avec les semelles maximalistes. Là. C'est clair. Je pense qu'il y a un gros marché sur les Oka talons, ouais. Ouais, franchement, petit joueur, parce que tu regardes pas mal de films américains, de films policiers américains, les femmes du FBI, elles courent toutes avec des talons aiguilles qui font 25 cm. Je crois que c'est là qu'il faut aller chercher les bons tuyaux. Ouais, on demandera les conseils. Bon, super. Constance, Guillaume, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Très rapidement, juste pour terminer, normalement le podcast s'appelle Devenir triathlète, donc on demande à nos auditeurs ou nos auditrices comment devenir triathlète. À vous, j'ai envie de vous demander comment on devient un couple qui se lance dans des défis sportifs. Avec les petits conseils qu'on donne sur nos réseaux, si des gens ont des questions qui n'hésitent pas à nous demander. Mais sur le couple, je pense que le plus important, voilà, c'est de prendre du plaisir, d'écouter l'autre. C'est un truc sur lequel j'étais vraiment nul au début. Dis le mec qui a parlé 90% du temps. Il y a une marge de progression, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, je continue d'essayer de progresser là-dessus. Et non, ouais. C'est s'écouter, se respecter et prendre du plaisir. Super. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bonne continuation. On suivra le record en talons aiguilles, Constance. Ouais. Et puis Olivier, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. On attend ça. Un grand merci à tous les deux. Un grand merci. Salut à tous. À la semaine prochaine. Salut. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.